Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Stéroïdes, le podcast, puisque c'est un épisode que nous avons enregistré, que nous enregistrons pour les besoins du bonus du DVD et Blu-ray de The Savior de Ronnie Yu, qui sort chez Spectrum Film et que vous avez entre les mains puisque vous les écoutez. Et je suis avec mon ami Julien Dupuis pour en parler. Salut Julien, ça va ? Salut Steph, ouais, ça roule. Alors The Savior de Ronnie Yu, c'est son second film. En fait, son premier film en solo, quoi. Le premier, c'était une co-réalisation où il est même arrivant en co-réalisateur sur le tard, en fait, sur le premier. Et ça, c'est son vrai premier film en tant que réalisateur. Et c'est un premier film particulier, puisqu'en fait, Ronnie Yu, on le connaît surtout pour des films à Hong Kong, notamment, en fait, fantastiques. Et là, c'est vraiment un polar pur et dur, voire même une histoire de serial killer. Donc voilà, donc il y a... Alors, tu me regardes en tournant la tête. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans The Savior, mais peut-être que je vais un peu trop vite en besogne, c'est que, effectivement, il y a ce côté polar hongkongais tourné en décor naturel, assez, comment dire, brut, quoi. C'est-à-dire que la lumière, notamment, elle est pas très travaillée, elle est un peu dégueulasse, même. Enfin, voilà, mais ça fait partie du charme, en fait, de ce type de production. Hein. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc presque giallo, voire un peu peur sur la ville, en fait. Enfin, tu penses à ça, c'est-à-dire qu'il y a tu sens déjà que le gars, dès son premier film, il a quand même des velléités, on va dire, un peu esthétisantes, quoi. Il y a une recherche de décor, par exemple, je pense notamment à la scène finale. C'est des choses que tu vois pas si fréquemment que ça, en fait, dans le polar hongkongais. Et je trouve même que s'il y a une cohérence dans le film, puisqu'on parlera peut-être aussi de l'évolution du film qui parfois connaît quelques à-coups dans sa narration, en tout cas, s'il y a une cohérence, moi je trouve qu'elle est à chercher là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une plongée petit à petit dans un truc de plus en plus, on va dire, un peu décalé, un peu voilà, qui me fait penser qui a un côté presque italien, en fait, presque latin, qui est assez détonnant, en fait, là-dedans, où tu sens déjà que je trouve que Ronnie Yu, un gars à la croisée de beaucoup de choses. Il a fait ses études aux États-Unis, il est hongkongais, mais il a fait ses études aux États-Unis, et plus tard, même, on verra qu'il est toujours un peu entre deux, hein, c'est-à-dire que le film qui va le faire connaître, La fiancée aux cheveux blancs, c'était un film qui détonnait quand même à l'époque à Hong Kong. Tu n'avais pas d'autres films comme ça qui étaient tournés, je crois, quasiment entièrement en studio. Si mes souvenirs sont bons. Oui, puis ça a relancé une vague à cette époque-là aux États-Unis. Totalement, à Hong Kong, pardon. À Hong Kong, ouais. Et je trouve que c'est intéressant en fait de voir ça en fait dans ce premier film, notamment les scènes de meurtre. Vous verrez très rapidement où vous avez vu, si vous avez déjà vu le film. Vaut mieux avoir eu le film quand même parce qu'on va un petit peu spoiler. On risque de spoiler, ouais. Mais les scènes de meurtre sont déjà moi, me font plus penser à du cinéma italien, en plus un peu daté déjà à l'époque, parce que le film date de 80, donc c'est fini en fait, la vague du giallo italien. C'était quand même des films qui se faisaient à cette époque-là, faut le exactement, puis qui étaient exploités totalement à Hong Kong, et voilà, et qui étaient déjà vus en fait là-bas et connus. J'imagine surtout de quelqu'un comme Ronnie Yu, quoi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un peu de tout, moi je trouve, dans ce film. En fait, il y a une présentation à la Dirty Harry, en fait, avec le personnage principal qui flingue un suspect sur les toits de Hong Kong et avec une super scène en plus. Elle est géniale, ouais. Il fait tomber le type et il se pend en fait sur les fils de électriques et de, je crois même d'antenne en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a avec un payoff très intéressant avec un vieux. Tout à coup, t'as un vieux qui nourrit son oiseau et puis pour annoncer plus tard ce cadavre en fait qui va tomber. Voilà. C'est vachement chouette. Il y a des scènes. Alors, il y a une petite référence. Est-ce que c'en est une d'ailleurs au Shining de Kubrick? Avec un meurtre en fait, enfin pas une tentative de meurtre qui se passe à travers une porte où le tueur essaye de frapper sa victime à travers avec un couteau à travers les portes. Si c'est pas Shining, moi j'ai pensé à Marathon Man aussi. Je pense que c'est un truc auquel il aurait pu penser, quoi. La scène où la victime potentielle est cloîtrée comme ça dans un espace très refermé en fait. Et là en l'occurrence la salle de bain. Oui, voilà. Et il y a cette notion en fait que le personnage principal à un moment donné disparaît presque du film. Il n'est plus le héros en fait, alors qu'il a été présenté comme tel au début. Et se retrouve en fait presque en personnage secondaire face à la fois au serial killer, voire même à son coéquipier.
et à une indique qui l'aide à trouver le tueur, quoi. Moi, je vois là, en fait, dans The Savior, il y a quelque chose du premier film, des défauts assez courants du premier film où tu as un peu l'impression qu'il a essayé de caser plein de trucs et que bah, forcément, il y a plein de pistes qui sont pas finies. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as ce côté avec le flic hardball dont tu parlais tout à l'heure, mais tu as aussi un côté presque buddy movie cop, en fait, qui est amorcé et qui finalement mène pas à grand-chose, alors qu'il est prometteur, moi, je trouve, plutôt. Non, mais pour nous, c'est toujours... Alors, pour ceux qui ont grandi avec le cinéma de Hong Kong, c'est toujours sympa de retrouver, c'était Ken Cheng, qui est un personnage assez volubile qu'on a vu notamment dans Crime Story, et en fait, le voir aussi jeune, c'est assez rigolo. Oui, puis il est très touchant, puis il a je sais pas, il a une humanité, cet acteur, immédiate, en fait. Il y a quelque chose qui le rend tout de suite sympathique. Et donc, il y a ça, il y a un côté aussi... comment dire, lutte des classes presque, mais qui a un truc hyper courant en fait à Hong Kong où tu as en gros les hommes de terrain, les petites gens, surtout les prostituées là en l'occurrence, puisque c'est un tueur de prostituées, qui sont confrontés, alors attention là je vais spoiler, c'est là où il faut arrêter, mais qui sont confrontés à un tueur qui lui vient de la haute, quoi, vraiment de la haute, quoi, littéralement, qui est le fils d'un mec qui est un peu véreux en plus, mais qui est un gros industriel hongkongais. Alors ça c'est intéressant parce que tu dis que tu spoil, mais en même temps ça arrive assez vite dans le film. Très rapidement, il n'y a même pas d'ailleurs de whodunit, on se pose pas la question de savoir qui est le tueur. Mais tant mieux, ça pour le coup je trouve que c'est un bon choix, quoi. De meurtre éventuellement, où on le masque un peu, on joue le mystère. C'est un personnage non seulement qui apparaît très très vite dans le récit, et surtout dont on dévoile en fait la problématique tout de suite après, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un flashback sur la raison pour laquelle il s'attaque aux prostituées de Hong Kong, quoi. Et qui est purement giallo d'ailleurs, oui, ça c'est complètement et assez graphique et bon qui est assez naïf aussi, hein, dans sa façon complètement de, voilà. Bah ouais. Il y a un côté assez naïf, hein, dans le film de toute façon, qui est propre, je pense, au cinéma de Hong Kong de cette époque-là, et qui est hyper rafraîchissant, en particulier aujourd'hui, quoi. Oui, voilà, et qui est ensuite très direct en fait, parce que il y a ce truc, moi, que j'ai beaucoup aimé en revoyant le film comme ça, c'est que on sent quand même qu'il se pose déjà pas mal de questions de mise en scène, en fait. Il y a comment dire, alors déjà je trouve la façon de filmer Hong Kong qui est assez, j'ai pas envie de dire différente par rapport, parce que Hong Kong, on l'a vu en fait avec le polar de Hong Kong, avec les films de Hong Kong des années 90, notamment ceux qui nous sont beaucoup venus pour les cinéphiles français. En fait, on l'a beaucoup vu sous tous ses angles, en fait. Mais là, même, c'est pareil. Mais c'est un décor de facto. C'est-à-dire que voilà, ça se passe à Hong Kong. De toute façon, c'est un décor incroyable, et de toute façon, visuellement, ça va être fou. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est en fait, alors je vais sortir la grande cavalerie là, mais en fait, il y a quelques plans qui font un tout petit peu penser à Time and Tide, c'est-à-dire qu'il y a un truc notamment dans la façon de filmer frontalement certains immeubles hyper denses, etc., où tu sens que c'est pas simplement en fait une volonté de planter la situation et de planter le décor, c'est-à-dire qu'il y a un truc chez Ronnie Yu qui fait que voilà, ça c'est ma ville, et voyez comment elle est photogénique, vous voyez comment c'est un décor de fou malade, quoi, enfin c'est un truc de dingue, quoi, en fait, surtout Hong Kong à cette époque-là, quoi. Ouais, et puis il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on voit les néons de la ville, quoi, donc la ville de la nuit. Pour le coup, des scènes de nuit qui sont assez jolies, quoi, vraiment. Voilà. Tu vois aussi la vista, quoi, de Hong Kong, parce que c'est aussi une en plus comme c'est sur une insule, donc on voit vraiment je crois que c'est à Victoria's Peak d'ailleurs, enfin c'est pas très loin de Victoria's Peak où sont situées la maison, enfin je peux me tromper là sur mais du coup il y a quand même pas mal de variété, en fait, c'est ça aussi qui est vachement intéressant, parce que du coup on a l'impression que ça se passe, enfin c'est pas qu'on a l'impression que ça se passe à Hong Kong puisque ça se passe à Hong Kong, mais qu'on a vraiment, en fait, on en profite, quoi, c'est ça c'est identifié, chaque lieu est identifié aussi au personnage, c'est ça aussi qui est cool, quoi, c'est-à-dire que quand ils sont dans les beaux quartiers, puis surtout ils sont dans un quartier qui domine, je parlais des méchants là en l'occurrence, ils sont dans un quartier dominant en fait par rapport à la péninsule, et évidemment tout ce qui va se passer chez les prostituées c'est beaucoup plus dans des quartiers tu sens très dense déjà, et puis c'est encaissé, c'est beaucoup plus étouffant, et parallèlement à ça tu as des moments disons de pause avec un personnage de petit garçon qui est assez marrant aussi, qui est assez dingue. Là aussi, c'est pas totalement abouti peut-être, mais moi j'aime beaucoup cette relation en fait entre le flic et ce petit garçon, puisque c'est pas explicite, mais en fait on imagine qu'il a parrainé en gros, enfin pas parrainé, mais qu'il s'occupe en fait d'un petit garçon qui serait le fils d'un de ses anciens partenaires. Je crois pas que ce soit explicité en fait dans le film. C'est pas explicité, mais tu l'imagines, quoi. Enfin, tu combles les trous comme ça, quoi. Et il y a une espèce de relationnel pour justement attacher un peu le personnage à autre chose que son personnage de flic, tout en maintenant l'idée, j'ai l'impression que
ça reste quand même un personnage assez solitaire et qui du coup est un peu cloisonné dans son métier, quoi. Oui. Ce qui en fait, ce qui explique pourquoi c'est un personnage assez radical aussi, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est un personnage assez radical. C'est le genre de mec qui n'a absolument pas peur en fait quand il y a un braquage à Hong Kong comme ça de sortir les flingues. Dès qu'il se fait, enfin il y a une scène où il se fait, il manque de se faire tuer en comment dire chez lui en fait. Et pareil, il se débarrasse du type en 2 secondes, flingue à la main, quoi. Donc c'est un personnage assez hard-boiled, quoi. Et il y a même une sous-intrigue où il doit essayer d'arrêter de flinguer systématiquement tout ce qui bouge et il essaie de lui-même moins tuer les trucs. Pareil, c'est pas forcément très abouti, mais c'est aussi c'est un film hyper généreux. Hein, Alors, c'est ça qui est chouette. Hein. c'est- Ça dure 1h25, un truc comme ça. Ouais. C'est hyper dense. C'est très court. Et il y a ce truc, en fait, et c'est pour ça que j'aimerais bien en parler un petit peu, ouvrir un petit peu sur la carrière de manière générale de Ronnie Yu. Parce que c'est un film un peu particulier, je trouve, dans sa carrière, dans le sens où il a fait finalement. Alors, il a eu une carrière à Hong Kong et aux États-Unis. Mais finalement, il a fait assez peu de ce qu'on pourrait qualifier comme des polars, quoi. En fait, il a fait un film d'action avec Brandon Lee qui est sorti. Alors, c'était Legacy of Rage en anglais pour le titre international et Légitime Vengeance chez nous. Alors moi je suis persuadé que c'était Légitime Violence, mais bon je pense qu'il y a des titres, ça change un petit peu selon où on le cherche. Et c'est le film, un des premiers films de Brandon Lee qu'il a fait à Hong Kong, qui était vendu dans le sillage en fait de son père, enfin de son père Bruce, quoi, et il a vraiment essayé lui-même de s'en détacher plus tard. Ensuite, donc voilà, il a relancé le Wuxia avec Bride with White Hair. Et surtout, en fait, il a fait une carrière aux États-Unis assez étonnante parce qu'en fait, Très curieuse, vraiment lancé dans le cinéma d'horreur. Alors déjà, alors si je dis pas de conneries, Warriors of Virtue, c'est un film américain. C'est un film entre deux, en fait. Entre deux, voilà, je crois qu'ils avaient, si mes souvenirs sont bons aussi, ils avaient tourné en partie en Asie. Peut-être même en Chine, je crois que je me demande si c'est pas un des premiers films de cette stature, en tout cas au niveau production, à avoir été tourné là-bas. Mais c'est un film fantastique pour enfants. Oui, c'est très Voilà. curieux. C'est un film très bizarre, moi que j'aime bien, hein, mais qui est complètement bancal. Ça a été un gros film à problème. Ils ont manqué d'argent, je crois, pendant le tournage. Les effets spéciaux étaient hyper compliqués. C'était Tony Gardner qui les avait fait. C'était des trucs à la Tortue Ninja, parce que les héros, en fait, les Warriors of Virtue, sont des kangourous, en fait. C'est en animatronique. Qui sont en animatronique, etc. Donc c'est un film assez étonnant, quoi. Et c'est pareil, c'est un peu dans le siège pour le coup de Bride with White Hair. C'est-à-dire que c'est beaucoup tourné en studio. C'est-à-dire que dès qu'on se retrouve dans le monde fantastique, c'est dans mon souvenir en tout cas, c'est du studio. Oui. Voilà. Et ce qui, alors, on parle de celui-là, mais juste avant, il avait fait The Phantom Lover aussi. Et en fait, aux États-Unis, il a surtout fait Bride of Chucky, qui est le 4e épisode de jeu d'enfant, de la saga Chucky, ouais. Voilà, et qui est pour moi un des meilleurs, hein, qui est un des plus fun et un des plus bigarrés, quoi. Et ce qui lui a permis de faire Freddy vs Jason et ce genre de truc. Alors moi, je suis pas fan de Freddy vs Jason. Je pense que c'est un film très compliqué à faire, ne serait-ce qu'en désirata de fan, en fait, je pense. Mais et dans l'intervalle, il a fait un autre polar, qui est alors un polar un peu buddy movie comique, quoi, qui était le 51e État avec Samuel Jackson et Robert Carlyle, je crois. Et en fait, c'est une espèce de truc what the fuck, voilà. Complètement dingue, un peu scato parfois. Une espèce d'excroissance en fait des polars à la Guy Ritchie. Oui, c'est ça. Mais auquel il apporte, pour le coup, je trouve un dynamisme qui lui est propre en fait. Donc voilà, ça fait un peu penser à Big Hit. Enfin, on pourrait le ranger dans la même catégorie, c'est-à-dire ce truc des Hongkongais désinhibés qui vont revigorer un cinéma d'action qui était peut-être un peu essoufflé à cette époque-là et qui crée en fait des espèces d'objets hybrides assez improbables en fait quand on les revoit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça une éclosion de quelques films qui étaient ouf, quoi. Enfin, qui étaient un peu dingues, quoi. Mais justement, en traçant un petit peu en fait cette filmo rapidement. Moi, j'ai l'impression quand même que finalement, The Savior, moi, je l'ai découvert vraiment là, avec cette copie-là. C'est un film qui était longtemps invisible, The Savior, même pour ceux qui chinaient un petit peu dans le 13e arrondissement pour essayer de trouver les laserdiscs de l'époque. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais les fans corrigeront d'eux-mêmes, ou les amateurs de cinéma de Hong Kong corrigeront d'eux-mêmes, mais il me semble que quand moi, justement, j'avais cherché à le voir à l'époque, connaissant la carrière de Ronnie Yu, c'était un laserdisc non sous-titré, donc en fait j'ai un peu lâché l'affaire, quoi. Pardon, mais en fait j'ai l'impression qu'on peut quand même tirer l'idée que déjà ce sentiment de faire des films hybrides était un peu là en fait. Complètement. Avec The Savior. Et est-ce que ce serait pas en fait finalement sa façon un peu de faire
pour faire des films un peu différents en fait. Mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure en ouverture, c'est que c'est marrant parce que c'est donc son vrai premier film de réalisateur et tout n'est pas là, c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler par la suite, mais c'est cohérent, voilà. C'est là où tu vois que Ronnie Yu, quoi qu'on pense, quels qu'aient été les hauts et les bas de sa carrière, parce que moi je trouve quand même qu'il y a eu des vrais bas, quoi. C'est-à-dire que Freddy versus Jason, c'est quand même très très bas, quoi. Non, mais alors que pour lui c'est un succès. Alors que Le Maître d'Armes, par contre, moi je trouve c'est un super film, quoi. Fearless, c'est incroyable. Et peut-être même à mon sens un de ses meilleurs. Ouais, c'est peut-être un de ses meilleurs, ouais, avec La fiancée aux cheveux blancs. Il y a comme ça un truc où il sort du lot en fait, où tu te dis ah bah ce mec-là, et je pense que moi je l'aurais vu à l'époque. Bon, j'avais 5 ans quand il est sorti, donc je l'aurais pas vu à l'époque, puis j'habitais pas à Hong Kong, mais disons que tu te dis je pense que dans la masse en fait de ce qui pouvait sortir, c'est un truc quand même qui détonne, quoi. Alors que il obéit quand même à beaucoup de codes des polars, encore une fois, de cette époque-là, mais un peu, et c'est peut-être aussi le truc qui donne cette sensation d'inachevé parfois au film, peut-être avec moins d'enthousiasme que toutes les autres pistes qu'il lance parallèlement à ça, et notamment ce caractère très esthétisant et très plastique en fait du film. Donc bon, ouais. Moi je vais juste un petit détail parce que c'est vrai qu'on a parlé du personnage qui est pas complètement abouti, peut-être qui est pas totalement peut-être satisfaisant, mais il est joué par un acteur moi que j'adore et que je trouve hyper charismatique, et en plus je trouve que c'est un super choix de casting, et c'est pas un acteur hongkongais pour le coup, c'est un acteur taïwanais qu'on avait beaucoup vu chez King-Gu, qui faisait le méchant en fait en général dans les films de King-Gu, et qui est Pai Ying, et je trouve que ça participe de la frustration, c'est-à-dire que tu te dis putain il y a vraiment un truc là, quoi. Le mec il a une tête particulière, puis il a une carrure, il est assez mastoc en fait, ce qui est pas forcément très courant en fait chez les acteurs hongkongais, et voilà, et en plus je trouve qu'il a le bon âge pour incarner le personnage. C'est un super choix de casting, quoi. Je sais pas s'il est tributaire de s'il vient de Ronnie Yu ou s'il a été imposé et tout, mais je trouve que c'est un excellent choix. Et puis c'est étonnant de le voir dans un rôle comme ça, c'est-à-dire vraiment un rôle urbain. Il n'est pas en costume, effectivement. Voilà. Ouais. Bon, c'est une belle découverte. Ah oui, c'est super. Voilà. Bah ouais. Voilà. Mais donc on recommande. Évidemment, on recommande le Blu-ray que vous avez déjà acheté de toute façon. Le Blu-ray que vous avez déjà acheté. Vous imaginez, on recommande pas un Blu-ray que vous avez déjà acheté, les boules, quoi. Non, mais alors, si ça se trouve, ne le revendez pas. C'est si rare. ça se trouve, vous écoutez le commentaire audio, enfin ce podcast en fait ailleurs, toute humilité. Chez un ami. Voilà, c'est ça, exactement. Merci, non mais c'est un éditeur qu'on aime beaucoup en plus, donc voilà, sincèrement on est content. Et qui sort pas mal de films en fait de Hong Kong, voilà. Donc, mais vous le savez déjà, je pense, puisque vous avez bien sûr, évidemment. Merci Julien. Merci Stéphane, merci à toi, merci Alain. Il est pas là parce qu'il prend pas la parole, Alain. Merci, mais il est là. Merci Alain, merci à la technique. et merci à tous de nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, CaptureMag.net, puisque Steroids c'est une émission qui est faite par l'équipe de Capture Mag. Et sur la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir des épisodes, si vous ne connaissez pas Steroids, sur laquelle vous pouvez voir des épisodes vidéo. Voilà. Merci à vous. 難望兩立，總有一邊要斜。